Alors bonjour, à toutes et à tous, bienvenue pour, ce webinaire organisé par le pôle d'appui au développement du service civique, et le SDGES, 44. Je suis Nicolas Gégaud, je suis chargé de développement sur le pôle d'appui, et j'ai le plaisir aujourd'hui, d'animer, ce temps d'information sur le corps européen de solidarité avec, Jeanne Charlot, référente service civique au SDGES 44, et puis Zoé Fouquet, qui est chargée, d'accompagnement à la mobilité, à la Maison de l'Europe, qui nous accueille, aujourd'hui. C'est notre second, YouTube live, puisqu'on a, déjà la semaine dernière, organisé, donc un temps qui, donc portait sur le dispositif Sésame. Un dispositif qui permet notamment d'avoir un accompagnement personnalisé, vers les métiers du sport et de l'animation, avec des financements également qui peuvent être mis à contribution. C'est un webinaire, pardon, que vous pouvez retrouver en replay, sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le regarder pour prendre des informations. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler, du corps européen de solidarité. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Jeanne, tu peux peut-être nous parler un petit peu de la raison pour laquelle on fait ces webinaires, et puis aussi nous dire un petit peu pourquoi, tu es là aujourd'hui, donc en quoi le SDGS accompagne les structures et les volontaires? Oui, donc moi je suis Jeanne Charlot, je suis référente départementale service civique, et je travaille au sein du SDJES, donc service départemental à jeunesse, à l'engagement et au sport, service qui est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Donc nous, notre rôle en fait, au niveau départemental, c'est d'abord d'accompagner les structures d'accueil qui souhaitent accueillir des volontaires, qui doivent disposer d'un agrément, donné par un service d'État. Donc nous, on fait de l'accompagnement pédagogique, de ces structures pour leur délivrer des agréments, et on fait aussi, du contrôle et de l'inspection. Pour les volontaires, on est également disponible pour les volontaires qui sont en difficulté. Par exemple, en tant que référente départementale, vous trouvez mon numéro sur le site de l'agence. Vous avez des questions sur le service civique, vous rencontrez des difficultés durant votre mission, vous pouvez m'appeler, on est là pour vous répondre. Donc ensuite, on organise également des ateliers comme des webinaires à destination des structures d'accueil, mais aussi des volontaires, dans le cadre de l'accompagnement au projet d'avenir. Vous devez savoir que quand vous êtes en mission de service civique au sein d'une structure, l'organisme vous accompagne durant toute votre mission sur votre projet d'avenir. L'idée, c'est d'avoir un projet à la suite de votre service civique. Ça peut être intégrer une école, ça peut être intégrer un emploi, ou continuer votre engagement, par exemple, avec un CES. Voilà, donc pour outiller les structures d'accueil et pour vous outiller, vous, volontaires en service civique, on essaye de vous apporter des informations, comme des informations collectives, ici en webinaire avec la Maison de l'Europe et Zoé Fouquet, qui est chargée de mission à l'accompagnement et la mobilité européenne. Voilà, voilà le contexte. Vous arrivez quasiment tous en fin de mission, donc je pense que ce webinaire arrive au bon moment pour se préoccuper de la rentrée, voilà, de septembre. Merci Jeanne. On est là aujourd'hui donc pour parler du corps européen de solidarité. Zoé, tu vas pouvoir, nous Je répète présenter ce ça. dispositif. Alors, on est la semaine des élections européennes, donc on est bien dans la thématique. Et donc Zoé, est-ce que tu peux nous dire, déjà pour commencer un petit peu, ce que c'est, que le corps européen de solidarité? Et puis, voilà, à qui, ça s'adresse, à quoi ça sert, et cetera. Yes. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, le Corps européen de solidarité, c'est une super initiative qui est mise en place pour pouvoir vous aider à partir à l'étranger dans le cadre d'une mission citoyenneté, engagement jeunesse. Et ça, c'est plutôt chouette parce que en étant en service civique maintenant, vous savez déjà un petit peu ce que c'est. Alors, donc c'est un programme de mobilité et c'est une manière de partir découvrir un pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et je disais, c'est un programme un peu engagement citoyen, donc ça se rapproche beaucoup de ce qu'est le service civique, de ce que vous faites en service civique. Sauf que les financements sont différents. Le Corps européen de solidarité, c'est un projet de l'Union européenne, tandis que le service civique est un projet français. Donc les financements sont différents, donc c'est pas exactement la même chose, même si on parle toujours d'engagement citoyen dans une mission, soit, dans l'associatif, soit dans une structure privée, mais en tout cas une mission d'intérêt général. Vous pouvez partir sur 2 types différents de corps européens de solidarité, soit un CES, donc CES Corps européen de solidarité, soit un CES individuel, soit un CES de groupe. Au sein du CES individuel, il existe 2 façons de partir, soit en court terme, de 2 semaines à 2 mois, soit en long terme, de 2 à 12 mois.
il est possible de faire plusieurs courts termes. Pourquoi? Parce que quand a commencé le Corps européen de solidarité, il y a des années, c'était, il me semble, des missions qui faisaient que de 6 mois à 12 mois, quelque chose comme ça. Et on s'est vite rendu compte que, pour certains publics, c'était difficile de pouvoir s'engager directement dans une mission longue. Donc on a ouvert des missions plus courtes, de 2 semaines à 2 mois, et ça, on peut en faire plusieurs pour, voilà, se voir si on est capable ou non de pouvoir partir à l'étranger sur une durée plus longue. Donc ça, c'est possible d'en faire plusieurs. En revanche, le long terme, ne pourra pas, se faire plusieurs fois. Quand vous partez sur un long terme, que vous inscrivez pour une mission long terme, vous pouvez en faire qu'une. Vous avez le droit de cumuler, par contre, du coup, le court terme puis un long terme. Il ne faudra pas que ces missions excèdent 12 mois dans toute votre vie. CES de groupe, pour le coup, ce sont que des corps européens de solidarité qui sont de court terme, donc de 2 semaines à 2 mois. Et là, la différence, c'est que plutôt de vous inscrire sur une mission où vous êtes jamais seul en mission de CES, mais une mission où c'est votre contrat et c'est vos propres missions à vous. Là, sur le CES de groupe, vous êtes avec plusieurs jeunes autres internationaux sur une mission commune. Donc voilà à peu près pour les types de CES. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, pourquoi ça peut être bien de faire une mission de corps européen de solidarité? Alors, on dit souvent que le best du best, c'est de monter en compétences. Les compétences, elles sont personnelles et professionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, partir en corps européen de solidarité, vous allez sûrement être en colocation avec d'autres volontaires. Dire colocation avec d'autres volontaires, ça veut dire, se confronter à l'interculturalité, peut-être résoudre des conflits, parce que c'est pas la même chose de vivre avec, ses parents que de vivre avec d'autres jeunes qui viennent d'Espagne, de Lettonie, avec d'autres cultures différentes. Donc forcément, vous allez monter en compétences personnelles, mais au sein de l'association dans laquelle vous allez pouvoir faire vos missions également. Et bien sûr, en compétences professionnelles. Donc, dit compétences professionnelles, dit compétences linguistiques, puisque vous partez du coup à l'étranger, donc vous allez apprendre une nouvelle langue, soit la langue du pays, soit l'anglais, soit même d'autres langues. On avait l'année dernière un jeune corps européen de solidarité qui était Belgique côté néerlandais, qui arrivait en France avec un petit peu de base en français, mais qui a vraiment développé des compétences linguistiques en français, mais aussi beaucoup en anglais, en espagnol et en italien, puisqu'il était au contact d'autres volontaires espagnols et italiens pendant toute son année. Donc, il est monté sur ces compétences-là. Ce même jeune est aussi monté en compétences numériques, puisque sa mission était basée vraiment sur la communication sur nos réseaux, la promotion du corps européen de solidarité, justement, de son pays, de l'Union européenne, etc. Donc, il avait toute cette partie mission numérique où il a pu monter en compétences, et notamment, grâce à notre partenaire radio, d'autres compétences plus liées aux compétences radiophoniques, puisqu'il montait un podcast et des sessions radio dans le cadre de ses missions. Donc voilà, on monte en plein de compétences personnelles et professionnelles. Voilà à peu près sur les avantages. Je dirais quand même que une des compétences qu'on développe le plus, c'est quand même l'adaptabilité. Ça, je le dis souvent aux jeunes. Partir à l'étranger dans le cadre du Corps européen de solidarité, c'est revenir avec des solutions créatives à des problèmes qui peuvent paraître des fois insurmontables pour nous, Français, parce qu'on a notre cadre à nous. Et en fait, partir à l'étranger, ça nous permet effectivement d'aller se confronter à d'autres cadres et se dire que, je sais pas, mais par exemple, louper un train, c'est peut-être pas la fin du monde et qu'on va trouver une solution créative à peut-être se rater, par exemple. Donc je trouve que l'adaptabilité, c'est une des compétences aussi qui est fortement développée grâce au Corps européen de solidarité. Voilà. Alors du coup, tu nous as dit là un petit peu pourquoi ça pouvait être chouette de faire une mission du Corps européen de solidarité. Tu nous as déjà donné quelques petits exemples, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus concrètement, du coup, c'est quoi les missions qui sont possibles, les domaines de mission déjà dans un premier temps? Oui, je peux dire ça. Alors, il existe autant de missions qu'il existe de structures qui accueillent de CES dans toute l'Union européenne et les pays partenaires. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a plusieurs catégories: la santé, la citoyenneté, la culture, l'éducation, le sport, etc. Pour vous donner des exemples concrets, j'ai Solène, qui verra peut-être cette vidéo, qui vient de rentrer de 1 an en Suède, pardon, il faut que je me remémore les pays. Donc, qui vient de rentrer d'un an en Suède, où elle a monté un projet de festival de breakdance. Donc, c'est elle qui a dû faire la communication sur ce festival-là, qui a dû aller chercher des artistes, qui a dû mettre en place aussi des cours de danse dans le cadre de ce festival, etc. Donc, c'est elle qui s'est chargée de faire tout ça. On va avoir aussi d'autres missions culturelles. Par exemple, une jeune fille que j'ai envoyée récemment en Pologne sur un théâtre itinérant. Donc, elle a parcouru toute la Pologne pendant 1 an avec cette troupe-là, à monter les décors, à proposer des ateliers théâtre dans les écoles dans lesquelles ils s'arrêtaient.
Sinon, il peut y avoir aussi des activités plutôt manuelles. Une jeune fille que j'ai envoyée aussi, c'était aussi en Pologne, sur, de la réparation de machines à coudre ou autres instruments et donner une seconde vie à ces instruments-là pour les redonner, à des associations comme on pourra voir Emmaüs ici en France, par exemple. Il y a beaucoup de missions aussi en rapport avec l'environnement, donc je ne sais pas si c'est déjà peut-être, des, inspirations que vous avez au sein de vos services civiques, mais, il en existe beaucoup. J'ai récemment envoyé une jeune fille en Espagne et une autre jeune fille en Belgique. Alors vous allez voir, c'est souvent des jeunes filles, mais les garçons, il faut partir aussi. Qui sont partis du coup dans des réserves naturelles. Alors, on n'est pas en Afrique avec, des lions ou, voilà, des animaux comme ça, mais on a quand même des super petits oiseaux, des super petits rongeurs dont il faut s'occuper dans ces réserves naturelles espagnoles et belges. Donc voilà un peu, sur les projets environnementaux. On a les tortues de mer aussi en Grèce, qui sont, des super chouettes, projets, pour voilà, s'occuper de la sauvegarde, des tortues de mer, donc en s'occupant, voilà, de surveiller les œufs, de regarder, si, les tortues de mer vont bien et cetera. Donc il y a plein de choses différentes. Citoyenneté, ben, typiquement chez nous aussi quand on accueille à la Maison d'Europe des corps européens de solidarité pour vous donner aussi puisqu'on envoie des jeunes, mais on en accueille aussi. Ils ont des missions, totalement en lien avec la citoyenneté européenne, donc ils font souvent la promotion, de ce que c'est que l'Europe, voilà, sensibiliser les publics à l'Union européenne, aux différents dispositifs qui existent pour partir, grâce à l'Union européenne et cetera. Donc il existe vraiment plein de missions, différentes. Donc plein de missions possibles. Tu nous montreras aussi tout à l'heure, du coup, comment on peut aller, faire une recherche de mission, comment on peut candidater. Yes. Alors pour les personnes qui, prendraient le webinaire en cours, pas d'inquiétude, vous pourrez revoir le replay ensuite. Donc pas de souci, vous pouvez rester. Et du coup, Zoé, est-ce que tu peux nous dire, à qui s'adresse, le Corps européen de solidarité? Alors, plein de monde, puisque les conditions, c'est d'être citoyen européen. Donc, citoyen européen, pas de panique, c'est beaucoup de monde. Quand on a une nationalité française ou d'un autre pays membre de l'Union européenne, on est de toute façon citoyen européen. Voilà, ça fait partie de nos droits et nos devoirs en étant voilà, membre de l'Union européenne. Il faut avoir entre 18 et 30 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez 17 ans maintenant, vous pouvez commencer à mûrir le projet, à aller chercher des associations qui vous plaisent, à candidater. Le seul moment où il faudra avoir 18 ans, c'est le jour au moins où vous mettez le pied dans le pays. Donc tout peut se faire en amont et après, ben, voilà, il faudra avoir quand même 18 ans le jour où vous mettez le pied dans le pays. C'est jusqu'à 30 ans, donc là, c'est la même chose. En ce moment, nous, on a une volontaire qui a 31 ans, puisque quand elle est arrivée sur place dans le pays, elle avait 30 ans, donc elle a le droit de continuer jusqu'à la fin de son CES. Mais il fallait avoir bien 30 ans max le jour où elle arrivait dans le pays. Voilà à peu près pour les conditions de rentrée. Donc c'est pas énorme normalement. Ça donne l'opportunité quand même à beaucoup de jeunes de pouvoir intégrer le dispositif du Corps européen de solidarité. Du coup, est-ce qu'il y a des conditions particulières, à remplir? Ouais, alors ça, c'est très important et je vais en parler maintenant. Il faut faire une grosse différence entre solidarité et humanitaire. Je ne sais pas si tout le monde a cette notion-là. Je trouve que c'est important de l'avoir. L'humanitaire, c'est partir, dans un pays souvent en crise ou instable, sur des situations urgentes avec des compétences particulières. Par exemple, Médecins sans frontières, ce sont, voilà, des médecins qui ont des compétences, du coup, médicales pour pouvoir intervenir dans des situations des situations de crise. Les projets de solidarité, pas du tout. C'est des missions qui s'inscrivent du coup, dans le temps et qui sont censées, voilà, être, il n'y a pas de hiérarchie, on est horizontal, c'est un échange horizontal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez, faire un projet de solidarité à l'étranger, vous allez autant apprendre que donner. On est vraiment sur une hiérarchie très horizontale. Ça, c'est important de le dire parce que si c'est pas le cas, ça s'appelle du volontourisme et là, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Donc on reste vraiment sur cette hiérarchie horizontale. Donc aucune compétence n'est demandée pour intégrer un projet de solidarité. Vous allez donner un coup de main sur un projet qui va s'inscrire dans le temps. Ça peut être, voilà, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de compétences, ni linguistiques. Si vous ne savez pas parler anglais, ça ne doit pas être un problème. Moi, je suis partie il y a 10 ans en CES en République tchèque. Je ne savais pas très bien parler anglais. Alors effectivement, c'est une difficulté qu'on a un petit peu en plus pour la communication, mais on se débrouille. De toute façon, il n'y a pas besoin de savoir parler anglais pour intégrer le Corps européen de solidarité, ni la langue du pays dans lequel vous allez aller. Moi, je n'avais pas appris le tchèque avant de partir en République tchèque, donc ce n'est pas un souci. En revanche, on a besoin de personnes qui soient motivées, qui aient envie de partir, qui ont des centres d'intérêt
au moins en commun avec l'association que vous allez rejoindre, ou en tout cas une curiosité pour cette association-là. Ça, c'est sûr. On n'a pas besoin de formation ni de diplôme, voilà, de diplôme particulier. C'est ce que je dis souvent aux jeunes d'ailleurs qui s'inscrivent sur le Corps européen de solidarité, c'est qu'on rentre vraiment dans le cadre de l'éducation non formelle. Donc si on n'est plus du tout dans le cadre de l'éducation comme on a appris à l'école avec de l'information descendante, à table avec le professeur en face qui va nous donner tout son savoir. Là, c'est vraiment vous qui êtes moteur de votre projet. Donc si vous avez envie, quand vous faites votre CV que vous allez déposer sur la plateforme, j'en parlais tout à l'heure après, si vous avez envie d'être créatif, de faire des choses qui vous ressemblent, c'est le top. Nous, on a plus envie de savoir quels sont vos centres d'intérêt dans la vraie vie que de savoir que vous avez le brevet des collèges ou le baccalauréat. Voilà, donc pas besoin du tout d'expérience ou de diplôme particulier. On se rapproche un petit peu du service civique en fait, hein. Ça se Exactement. joue vraiment plutôt sur la motivation. C'est ça, hein? Et donc, est-ce que tu peux nous dire maintenant un petit peu où on peut aller faire, une mission, de Corps européen de solidarité? Parce que ça, je pense que ça intéresse, pas mal de monde. Yes. Alors, c'est une mission, enfin, c'est un dispositif de l'Union européenne, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a quand même 27 pays dans l'Union européenne, ce qui fait déjà pas mal de choix, avec des différences culturelles dans chacun des pays et des paysages insoupçonnés et magnifiques, pas très loin de chez nous finalement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc vous pouvez partir faire un corps européen de solidarité dans ces 27 pays-là ou des pays partenaires, ce qui ouvre la voie finalement à pas mal de pays. Tous ceux qui sont violés sur la carte sont des pays qui sont accessibles, sauf, il y a une erreur dans la carte, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est plus accessible pour partir en corps européen de solidarité. Il ne faut pas s'inquiéter, si vous voulez partir dans un pays anglophone, il nous reste quand même l'Irlande. Et je tiens à dire aussi que il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne où beaucoup de gens savent parler anglais. Finalement, le problème, c'est souvent les Français. Donc si vous partez au Portugal, ils sont classés comme étant, je crois, sur l'année précédente, l'un des pays de l'Union européenne qui parlait le mieux anglais. Donc voilà, ça c'est, des opportunités. Les pays du Nord, parlent très, très bien anglais. Donc ça, il faut pas que ça soit un frein. Il vaut mieux s'ouvrir à plein de pays que de rester bloqué sur de l'anglophone. Donc voilà, le Royaume-Uni n'est plus possible. Sinon, en pays partenaires, vous avez tous les pays d'Afrique du Nord. Ça fait aussi quand même pas mal de choix. D'autres pays partenaires, notamment ceux de l'espace Schengen. Donc il y a l'Islande, la Norvège, la Suisse. Tous ces pays-là sont aussi accessibles pour le Corps européen de solidarité. Vous avez la Géorgie, la Turquie, les Balkans. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choix de missions qui peuvent se faire à l'étranger. Voilà, à peu près déjà sur ce que vous pouvez aller voir, ce qui fait beaucoup. Alors sur ma carte, donc normalement, la Russie et l'Ukraine font partie des possibilités pour partir à l'étranger. Sauf que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre humanitaire et solidarité et que là, on parle de corps européen de solidarité. Donc quoi? On n'envoie personne dans des pays instables. Donc là, en ce moment, personne ne part en Ukraine, sauf si c'est pour faire de l'humanitaire, mais ce ne sera pas avec le dispositif du corps européen de solidarité. Pareil en Russie. Et puis nous, Maison de l'Europe, on est aussi garant justement de cette sécurité-là et de s'informer un petit peu de l'actualité, de ce qui se passe. Typiquement, il y a, l'année dernière, il y avait eu un alors c'est pas un éboulement, un tremblement de terre. Un tremblement de terre au Maroc, qui est un pays partenaire dans lequel vous pouvez avoir accès, en faisant un corps européen de solidarité. Donc à ce moment-là, nous, on est aussi garant de votre sécurité. Si on trouve que c'est trop dangereux pour vous, on vous rapatrie. Et puis, à ce moment-là, je n'envoyais pas non plus de corps européen de solidarité au départ du Maroc pendant cette période, le temps que le pays se reconstruise et puisse accueillir un corps européen de solidarité en toute sécurité. Voilà, parce qu'on n'est pas en humanitaire, encore une fois. Je comprends bien. Et alors du coup, pour partir, avec le Corps européen de solidarité, est-ce qu'il y a, des coûts, des frais à charge des personnes qui y participent? Ou est-ce qu'il y a au contraire des avantages dont on peut bénéficier? Alors ça, c'est le top du top parce que je crois vraiment d'expérience que c'est un des seuls dispositifs qui, prend autant de choses en charge, et c'est plutôt chouette. Donc qu'est-ce que ça prend en charge le Corps européen de solidarité? Ça va prendre en charge, première partie, les frais de mobilité pour partir, dans le pays où vous allez être accueilli. Donc admettons en Espagne, voilà, vous allez avoir un budget aller-retour. C'est un budget qu'il faut, essayer de ne pas dépasser. Parce que ça fonctionne par enveloppe, en fait, Erasmus+, parce que c'est un projet qui fait partie aussi des enveloppes un peu Erasmus+, a un calculateur de kilomètres et il faut pas dépasser les bourses qu'on nous demande de
qu'on nous demande de ne pas dépasser. De respecter. Voilà, de respecter, exactement. Ça veut dire quoi pour vous donner une idée? Donc de Grenade à Nantes, on a une bourse à peu près de 275 € aller-retour à ne pas dépasser, ce qui est normalement suffisant, en fait, pour faire, l'aller-retour. Alors évidemment, si vous prenez, 3 bagages cabine, pour emmener toute la garde-robe, l'Union européenne ne va pas payer pour ça. Donc effectivement, on a ces bourses-là, 275 € aller-retour pour Grenade-Nantes. Cette bourse-là, elle va être augmentée si vous partez, par exemple, en Lettonie, qui est un pays beaucoup plus loin. Donc il y a ça. Et le voyage, si vous décidez de prendre un moyen de locomotion éco-responsable comme le train par exemple, le prix va être augmenté. Donc par exemple, Nantes-Grenade de 275 €, on passe à 320 € aller-retour pour justement essayer de pouvoir entrer dans les frais, puisqu'on sait que le train, c'est plus cher. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que l'Union européenne a voulu mettre en place. Donc c'est aussi possible de prendre le train, bien au contraire, on essaie de pousser nos jeunes à le faire. Donc en plus de cette petite enveloppe voyage aller-retour, on a l'hébergement. L'hébergement, ce qui est hyper chouette, c'est que déjà, il est pris en charge par la structure qui vous accueille, mais en plus, il est trouvé par la structure qui vous accueille. On sait bien que c'est très compliqué de trouver un logement à l'étranger. C'est un peu la porte ouverte à toutes les arnaques souvent, parce que on passe par Facebook, mais on n'a pas forcément de contact direct avec un futur proprio, etc. Donc là, c'est l'association d'accueil dans le pays qui vous accueille qui va vous trouver le logement. Et bien souvent, vous êtes en colocation ou en tout cas dans un milieu avec d'autres jeunes volontaires européens ou des expats, par exemple Erasmus+, ou d'autres jeunes locaux, ça peut être aussi. Donc voilà, pour vous donner des exemples concrets, moi j'ai vécu un petit peu en Grèce et à Thessaloniki, alors qui est la deuxième plus grande ville de Grèce, ça accueille beaucoup de volontaires européens. Eux, ils ont carrément un bâtiment tout entier avec une quarantaine de volontaires à l'intérieur. En fait, tous les volontaires vivent dans ce bâtiment-là. Donc c'est aussi voilà, une autre façon de vivre la communauté, mais qui garantit aussi un suivi, parce qu'ils ont des tuteurs là-bas qui gèrent cette vie quotidienne de tous les volontaires, rassemblés tous au même endroit, qui est plus facile du coup. Puis après, ils font des soins interculturels, etc. Il peut y avoir aussi des colocations plus simples. Là, Solène, dont je parlais tout à l'heure, qui est rentrée de Suède, est restée en colocation avec 3 autres personnes. J'ai Gabrielle qui vient de rentrer, qui était aussi avec une Espagnole et une Lettonne, en colocation avec 3 personnes. Moi, j'étais en colocation avec une autre personne, une Espagnole en volontaire aussi européen. Et nos jeunes sur Nantes, par exemple, elles sont en foyer de jeunes travailleurs, ce qui leur permet de participer à des animations au sein des FJT et de pouvoir rencontrer des locaux. Et puis aussi pouvoir voir la ville autrement avec les animations mises en place par les animateurs, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il arrive, ça je le dis parce que c'est vrai, que les logements, ça soit des chambres doubles. Voilà. Donc moi, typiquement, quand je suis partie 1 an en République tchèque, je dormais dans la même chambre que ma coloc. Parce que voilà, nous, dans notre cadre français, on est plutôt, je dirais, individuel avec nos chambres et notre façon de voir la colocation un peu comme ça, et en tout cas l'espace personnel. Dans d'autres pays, ça peut être différent. Mais ça, c'est toujours des choses qui sont dites en amont, avant que vous postuliez à la mission, ou en tout cas sur les entretiens après, pour que vous soyez au courant et que vous puissiez vous projeter aussi, puisque tout le monde n'est pas fait pour dormir dans la même chambre que quelqu'un d'autre. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc j'ai dit l'hébergement, il y a les transports sur place qui sont aussi pris en charge. Typiquement, alors je dis nos filles parce qu'on n'a que des filles, nous, ici à la Maison d'Europe. Nos filles ont accès à la carte qui leur donne accès à tous les transports sur Nantes. On a des jeunes qui partent à l'étranger qui ont des fois un vélo, des fois une carte de bus, des fois le véhicule de la structure. Ça va dépendre. Il peut y avoir plein de choses. Ça dépend vraiment de la structure dans laquelle vous allez être là-bas et des choix qu'ils ont fait eux au sein de l'association. Pareil, c'est quelque chose qui est dit en amont. En plus de tout ça, il y aura... Peut-être que tu peux fermer la porte. Merci. En plus de tout ça, il y a l'assurance maladie qui est prise en charge. Alors ça, c'est vraiment important parce que de partir à l'étranger, ça peut être un coût de prendre une assurance internationale. Ici, puisque vous restez en Union européenne, vous êtes toujours couvert par ce qu'on appelle la CPM, donc la caisse primaire d'assurance maladie avec laquelle vous êtes affilié à Nantes ou je ne sais où. Et en plus, vous avez une complémentaire santé qui est prise en charge par l'Union européenne. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est une complémentaire santé qui permet de rembourser pas mal de choses, notamment, ça faut le savoir,
des séances chez le psychologue. Et ça, c'est plutôt chouette puisque même nous, en France, on a des complémentaires santé qui font pas toutes ça. Et là, elles le font, elles remboursent jusqu'à 30 séances sur l'année, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et vous avez bien sûr le choix de garder peut-être vos psychologues en France ou prendre un psychologue en France et de faire des visios avec lui. Puisque bien sûr, si vous êtes en Roumanie, on va pas vous obliger à suivre des séances chez un psychologue roumain qui ne parle que roumain, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc voilà, ça c'est bien à savoir parce que c'est quand même une assurance maladie qui prend en charge pas mal de choses, dont celle-ci, et je trouve que c'est plutôt chouette. En plus de tout ça, vous avez des cours de langue qui sont aussi pris en charge par l'Union européenne. Donc c'est une plateforme en ligne qui s'appelle OLS, sur laquelle vous allez pouvoir suivre des cours du pays dans lequel vous êtes. Il arrive bien souvent que les associations, en plus, offrent des cours à leurs volontaires. Typiquement, nos volontaires ici, nous, on leur offre 4 heures de français par semaine, les 2 premiers mois de leur arrivée. Moi, quand j'étais en République tchèque, j'avais 4 heures de tchèque par semaine pendant toute mon année. Voilà, ça va dépendre de l'association, des missions aussi que vous allez faire, de comment vous vous sentez dans la langue du pays, dans lequel vous êtes, et aussi de vos envies. Parce qu'en fait, le corps européen de solidarité s'adapte aussi beaucoup à votre profil. Mais ça, on y reviendra après sur, le tutorat. Et enfin, donc, en plus de ces, cours de langue, vous avez des indemnités. Donc un peu comme le service civique, on va avoir une indemnité qui est mensuelle et qui va couvrir de l'argent de poche proportionnel au PIB du pays dans lequel vous êtes. Ça veut dire que l'argent de poche que vous allez recevoir en France n'est pas le même qu'en République tchèque, qui est un pays un peu plus pauvre, par exemple. Pour vous donner une idée, ici en France, nos jeunes filles, ont 7 € par jour. Donc ça, c'est un quota que l'agence Erasmus+ nous impose. Ce serait plus fort au Danemark et ce serait moins fort en République tchèque. 7 € par jour, ça doit faire, 214 € par mois en argent de poche, et en plus, il y a une indemnité pour la nourriture. Alors ça va vraiment dépendre des associations dans lesquelles vous êtes. Ça peut être, par exemple, aussi 7 € par jour, qui va être aussi donné en monnaie ou sur votre compte en banque, ou ça peut être aussi si vous intervenez, je sais pas, dans le périscolaire ou dans une association qui a, une cantine, ça peut être du coup, la cantine gratuite le midi et le soir, et en plus une indemnité pour vos week-ends et vos petits déjeuners le matin. Ça va vraiment dépendre de l'association, mais en tout cas, c'est toujours calculé pour que vos frais vitaux, ça soit OK. Alors bien sûr, ça ne paye pas non plus des Deliveroo et des restaurants tous les week-ends, mais en tout cas, on n'a pas de plainte. En général, nos volontaires s'en sortent bien avec, en faisant leurs courses et en cuisinant. Voilà à peu près sur tout ce que ça rembourse, enfin tout ce qui est pris en charge, et c'est quand même pas mal. Ouais, c'est hyper important effectivement de bien l'expliquer parce qu'il y a pas vraiment de frein du coup financier, au départ, en mission, à l'étranger avec le corps européen de solidarité, hein. Tout le monde peut y accéder sans avoir, trop de sous à sortir de sa poche, quoi. Ça, c'est Exactement. un super atout. Après, je vais juste le dire quand même, on a, des différences de profil. C'est-à-dire que des fois, j'ai des, jeunes qui partent en corps européen de solidarité pendant 1 an et qui ont, 27 ans, puisque c'est ouvert jusqu'à 30 ans, et qui ont eu un salaire avant. Donc il faut bien aussi se remettre en tête que c'est une indemnité et pas un salaire. Donc ça va payer les frais vitaux, mais effectivement, ça ne paye pas toutes vos sorties, vos restaurants, et cetera. Ça, c'est à bien noter parce que des fois, on a des jeunes qui rentrent et qui disent: «Ah bah oui, mais» bah oui, mais non, l'Union européenne paye pour, voilà, ce qui est, vital, et normalement, ça devrait pas être un souci. Mais effectivement, on a des backgrounds différents de jeunes, donc des fois, c'est un peu perturbant. Et alors juste petite question pratique pour, le financement du voyage, du coup l'Union européenne va verser le montant, sur facture, c'est ça? Alors, Sur preuve d'achat? ça va dépendre. Il faut toujours garder de toute façon, pour se faire rembourser, ça c'est la loi en général, il faut toujours garder ses tickets, ça c'est clair. Mais ça va dépendre des associations. Certaines associations, c'est eux qui vont être garants de prendre directement le billet d'avion pour les jeunes. Ça arrive. Des fois, on va vous demander d'avancer les frais, donc du coup de garder les factures, de les présenter à l'association d'accueil quand vous arrivez dans le pays, et ensuite l'association vous rembourse. OK, très bien. Et donc pour poursuivre, on va s'intéresser un petit peu, bah, aux démarches. Comment on peut faire pour faire une mission, avec le corps européen de solidarité? Alors, est-ce que juste avant, Mmh. excuse-moi, je peux te couper et parler quand même de quelque chose que je n'ai pas rajouté dans ma slide, mais que je trouve important, c'est, le tutorat, que je n'ai pas mis et que je trouve que c'est important peut-être d'en parler. Pour moi, le corps européen de solidarité, c'est, comme première mobilité, c'est le top du top. Pourquoi? Parce que vous êtes suivis. À partir du moment où vous partez, vous avez forcément une organisation d'envoi qui vous envoie, qui va vous rencontrer. Donc, par exemple, moi, à la Maison de l'Europe, voilà, on va faire un premier entretien.
On va vous expliquer comment ça marche, etc. On va vous préparer au départ, puisqu'en fait, partir en Espagne ou en Belgique, OK, c'est des pays limitrophes, mais les cultures sont différentes et ça peut parfois être un petit peu stressant. Donc nous, on vous prépare. On prend une demi-journée à une journée entière pour vous préparer, voir voilà comment ça se passe, l'assurance, etc. Comprendre le contrat, puisque vous allez signer un contrat entre vous, l'association d'accueil et nous-mêmes, qui sommes garants de votre sécurité aussi. Donc comprendre le contrat qui va être très souvent en anglais. Donc voilà, nous on vous prépare là-dessus. Une fois que vous avez trouvé l'association d'accueil, vous avez un tuteur sur place au sein de la structure qui va vous aider dans vos démarches de mission, etc. Mais vous avez des fois aussi un mentor hors structure qui va vous aider dans tout ce qui est vie quotidienne. Vous êtes quand même pas mal encadré. En plus de tout ça, donc de votre association d'accueil qui vous suit beaucoup et votre association d'envoi qui vous suit aussi, vous avez des séminaires qu'on appelle des on-arrival training et des mid-term training, qui sont obligatoires quand vous partez sur une mission long terme et qui sont payés par l'Agence nationale Erasmus+ du pays dans lequel vous êtes. Ces séminaires, ils durent à peu près une semaine à chaque fois, donc une semaine à l'arrivée. Vous allez rencontrer plein de jeunes autres volontaires qui sont arrivés en même temps que vous dans le pays. Pendant cette semaine-là, vous allez débattre sur qu'est-ce que c'est que le volontariat, qu'est-ce que sont que les frontières, quels sont les stéréotypes un peu du pays dans lequel vous avez atterri pour pouvoir aussi se faire une image et voilà, avoir des tips, des conseils de communication avec vos futurs tuteurs, etc., pour tout que soit fluide. Et ensuite, vous avez un autre séminaire à mi-parcours, à la moitié de votre séjour, qui va être plus sur quelles compétences vous avez développées, qu'est-ce que vous allez faire en revenant, un peu projet à venir finalement. Et à ce moment-là, vous allez commencer la rédaction d'un diplôme qui s'appelle le YouSpace, qui est un diplôme de reconnaissance de l'éducation non formelle, qui est valable dans toute l'Union européenne, reconnu dans toute l'Union européenne et qui va justement lister ces compétences que vous avez développées. Donc voilà, il y a vraiment aussi un suivi de l'agence Erasmus+ sur tout votre parcours de CES. Après, s'il y en a qui ont besoin de moins d'accompagnement, c'est aussi possible. Nous, les tuteurs, on est là aussi pour écouter le fait que, voilà, des fois, vous avez besoin d'être moins accompagnés que d'autres et il n'y a pas de souci avec ça, on le prend pas mal. Du coup, voilà, désolée, je t'avais coupé par rapport à ça, mais comment procéder? Alors, comment procéder? Donc, effectivement, il faut tout d'abord se rendre sur une plateforme qui s'appelle pas le Corps européen de solidarité, qui s'appelle le Youth Portal, qui est le portail européen de la jeunesse, qui est juste ici. Donc ça, c'est vraiment important parce que si vous notez Corps européen de solidarité sur internet, vous allez tomber sur un super site qui va vous expliquer ce que c'est, mais maintenant vous savez déjà puisque vous avez fait ce petit webinaire-là. Donc non, il faut bien suivre le portail européen de la jeunesse. Voilà, allez sur le lien et ensuite vous allez devoir remplir votre profil. Alors, une fois qu'on arrive sur le portail européen de la jeunesse, vous allez pouvoir consulter les différentes missions. Elles sont rangées par pays et elles sont classées, vous pouvez filtrer par date, quand est-ce que vous êtes disponible pour partir, date de rentrée aussi. Vous pouvez aussi filtrer par thématique, éducation, citoyenneté, culture. Vous pouvez filtrer par pays, ce que je vous déconseille, parce que c'est bien de s'ouvrir à plein de pays différents, mais vous pouvez quand même filtrer par pays. Et filtré par corps européen de solidarité individuel ou team volontariat de team en équipe. Une fois que vous avez postulé à l'une des missions, vous allez pouvoir du coup attendre les résultats. Ensuite, un entretien sera fait en ligne avec la structure d'accueil. Et ensuite, ce sera parti. Pendant tout ce process-là, nous, la Maison de l'Europe, on aime bien être au courant de savoir où vous en êtes. Je vais juste, est-ce que tu peux revenir à la première slide qui parlait du CV? Merci. Ouais. Donc du coup, juste, voilà, toutes ces démarches-là qui sont en ligne, c'est pas très, très compliqué. Pour commencer, vous allez arriver sur le site du Portail européen de la jeunesse et vous allez avoir, je vais passer peut-être la slide, si je peux faire ça. Voilà, vous allez avoir sur le Portail européen de la jeunesse un petit encadré, Corps européen de solidarité, en savoir plus. Si c'est en anglais, pas de panique, vous pouvez aussi changer. Ce site-là, il est disponible dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, donc même si vous voulez l'avoir en roumain, vous pouvez l'avoir en roumain. Donc vous cliquez sur en savoir plus et ensuite sur la page de en savoir plus, ils vont vous demander de vous inscrire en tant que jeune. C'est à partir de ce moment-là que vous allez vous créer un mot de passe et un identifiant pour toutes les plateformes qui ont rapport avec l'Union européenne.
Donc, si vous voulez aller sur la plateforme Europass, par exemple, qui est une plateforme pour faire son CV reconnue dans toute l'Union européenne, vous pourrez utiliser les mêmes logins. C'est pour vous, pour toutes les plateformes de l'Union européenne. Jusque-là, se créer un compte n'engage à rien. On l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas de compétences particulières pour faire ça, et il faut encore moins payer quelque chose. Donc tout ça, c'est gratuit, ça n'engage à rien du tout, même pas à recevoir des mails ou des spams toutes les semaines. OK ? Une fois que vous avez rempli vous avez fait votre mot de passe et votre login, vous allez pouvoir remplir votre profil. Et sur le profil, tout à l'heure, c'était écrit, il faut bien le faire en anglais. Ça, c'est très important. Effectivement, on dit qu'il y a 24 langues officielles dans l'Union européenne, mais c'est vrai que là, pour le coup, on privilégie l'anglais. Donc, il va falloir répondre à toutes les questions en anglais. Il ne faut pas s'inquiéter. Jusque-là, vous pouvez encore utiliser des sites de traduction ou un dictionnaire français-anglais. Il n'y a pas de souci. C'est des petites phrases, c'est limité en caractères et c'est souvent des choses comme as-tu déjà fait du volontariat? Et ben là, il faut juste remplir si vous en avez déjà fait dans le cadre d'un service civique. Ben alors là, c'est le top du top. Donc là, vous l'expliquez bien que vous avez fait un service civique et quelle mission. Si vous n'en avez jamais fait, ce n'est pas grave. On peut tout à fait mettre non, mais je serais ravie de participer au Corps européen de solidarité justement dans ce cadre-là. Vous pouvez mettre aussi en valeur des expériences comme je le dis souvent, ça peut paraître bête, mais je trouve que des expériences comme avoir été délégué dans sa classe, ça montre aussi la participation à la vie démocratique au sein de votre établissement scolaire. Ça peut aussi montrer voilà, un engouement pour déjà un engagement ou en tout cas être porte-parole d'une petite communauté. Donc je trouve que ça peut être chouette de le mettre. Après, d'autres jeunes aussi, des fois l'oublient, mais ont été bénévoles sans le savoir dans une structure sportive. Je ne sais pas si vous avez fait du basket toute votre jeunesse et que maintenant vous aidez les jeunes au sein de votre club de basket sur des matchs ou des choses comme ça à s'entraîner. Ça peut être aussi des bonnes choses à mettre sur ce profil. Donc voilà, vous allez avoir quelques petites questions à remplir en anglais, limitées en caractères. À la suite de ça, vous allez pouvoir mettre votre CV. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le cadre de l'éducation non formelle. Donc, le CV, il n'est pas obligatoirement un CV professionnel avec un brevet des collèges, baccalauréat, etc. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui est à fond dans la bande dessinée et qui veut nous faire son CV en bande dessinée, à fond. Si vous avez une chaîne YouTube, vous faites des podcasts, hop, vous envoyez les liens, on va les voir. Si vous voulez faire un CV vidéo même, vous pouvez mettre une vidéo en ligne, je sais pas, sur YouTube ou une autre plateforme et faire un renvoi justement directement sur ça, ce qui peut être rigolo. Si vous n'êtes pas créatif, c'est pas grave, c'est pas obligé non plus, on vous prend comme vous êtes. Donc si vous êtes le CV classique, vous serez le CV classique et c'est très, très bien aussi. Il y a pas de souci avec ça. En revanche, c'est vraiment important de bien, faire apparaître vos centres d'intérêt. Je trouve ça dommage de mettre sur son CV centre d'intérêt musique, cinéma, voyage. Tout le monde aime la musique, enfin en tout cas beaucoup de gens quand même. Les voyages, je pense aussi, sinon vous feriez pas un CES. Et le cinéma, bon voilà, classique. Mais mettez plutôt, par exemple, je sais pas, cinéma, grand fan de Quentin Tarantino parce que, je sais pas, j'invente. Ou musique, je suis, depuis toujours, intéressée par, je sais pas qui et je fais, de la clarinette, j'en sais rien. Mais voilà, exploitez votre centre d'intérêt, pas juste 3 mots-clés comme ça, c'est vraiment la partie qui nous intéresse le plus avec vos expériences, de volontariat ou ce que vous aimez faire dans la vie, quoi. Voilà un peu les tips pour le CV. Le CV du coup, c'est un PDF en fait que vous pouvez, télécharger. Donc si, vous avez même envie de faire une lettre de motivation, que vous voulez ajouter à ce CV-là, un peu général qui explique votre vie avec des photos de vous au théâtre ou je sais pas où, c'est possible aussi, n'hésitez pas. Voilà à peu près tout pour le CV. Ouais, ensuite vous allez pouvoir avoir accès, aux différentes opportunités, du Corps européen de solidarité. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine slide parce que je crois que voilà, exactement. C'est la carte dont je parlais tout à l'heure avec justement, la possibilité de, classer par filtre, vos préférences de thématiques, de dates, de périodes, recherchées et cetera. Et une fois que vous êtes là-dessus, vous allez trouver des associations du coup qui rentrent dans ces critères-là de filtre et vous allez pouvoir commencer à explorer. Donc vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'associations qui prennent des volontaires à partir de septembre et d'autres associations qui prennent à partir de janvier. On suit soit un calendrier scolaire, soit un calendrier civil. C'est quand même beaucoup ça.
Ça arrive aussi qu'il y en ait qui commencent leur projet en juillet, d'autres en mars. Ça ne veut pas dire que c'est pas exclu, hein, c'est possible. Mais c'est juste qu'il faut pas paniquer. Si vous avez mis des dates, par exemple, je sais pas, en octobre et que vous n'avez pas grand-chose, c'est parce qu'il y en a moins. Il faut faire aussi attention sur le corps européen de solidarité court terme, donc de 2 semaines à 2 mois. Il en existe beaucoup moins que des longs termes et les courts termes sont souvent l'été parce que même si on a tous des différences culturelles au sein de l'Union européenne, on a quand même ce même calendrier avec une période de vacances, scolaires l'été assez ouverte et donc du coup, les courts termes seraient plutôt sur ces périodes-là. Voilà, c'est juste à savoir. Pas s'inquiéter non plus, les associations, des fois, il y en a qui sont rapides à mettre des annonces et d'autres non. Typiquement pour, septembre, là, normalement, la plupart des annonces devraient être mises, mais il y a encore des associations qui vont, s'y prendre peut-être un peu, à la dernière minute parce que, elles sont sous l'eau ou, je sais pas, ou c'est peut-être leur cadre culturel qui font qu'elles sont pas très pressées. Donc il faut pas s'inquiéter de ça. Voilà, à peu près ce que j'ai comme conseil là-dessus. Donc du coup, là, vous avez un exemple, juste à droite d'associations qui ont posté des annonces. Donc ce qu'on voit, c'est que bon, là, dans le type d'activité, on avait entouré en rouge parce que vous cherchez du volontariat. Stage et travail n'existant plus de toute façon. Donc du coup, vous avez, des associations qui ont mis des posts. Vous voyez très souvent le logo de l'association. Des fois, ça arrive qu'il n'y ait pas de logo, que ça soit juste écrit Corps européen de solidarité, parce que l'association n'a pas voulu mettre son logo, c'est pas grave. Vous avez toujours le nom du projet, la ville où il se trouve. Ce que je vous conseille, c'est de copier-coller ces informations-là dans votre barre de recherche, sur votre moteur de recherche quelconque, pour essayer de trouver peut-être leur Facebook. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que maintenant vous êtes tous sur Instagram, mais nous les associations, on est encore très Facebook. Et en fait, Facebook, c'est très visuel et la plupart du temps, les volontaires européens, qui sont sur les activités en ce moment, ceux qui précèdent dans la mission, vont avoir, mis plein de photos de leur projet et donc ça peut vous permettre de vous projeter mieux et de mieux voir à quoi ressemble la mission. Je ne sais ouais, c'est ça. Je ne sais plus. Voilà, c'est ça. Donc une fois que vous avez, regardé un petit peu sur Facebook et cetera, vous pouvez bien sûr ouvrir la mission et quand vous ouvrez la mission, il va y avoir toutes les informations nécessaires, pour postuler. Il arrive que dans la description de la mission, les associations mettent un lien que vous pouvez suivre pour avoir plus d'informations. Parce que nous, les associations, quand on met nos informations sur la plateforme, on est limité aussi en caractères et c'est très court. Donc des fois, on n'a pas le temps de tout exploiter. Donc ça arrive qu'on renvoie vers un autre lien pour vous montrer, bah, voilà, un vrai visuel de ce que pourrait être votre mission chez nous. Voilà à peu près. Sinon après le site est plutôt clair, c'est juste qu'il faut bien le trouver, c'est le portail européen de la jeunesse. Et donc une fois qu'on a, trouvé un projet qui nous tente, tu disais, dans, la présentation, de la mission, du projet, on va avoir des indications sur la façon de pouvoir candidater? C'est ça? Alors, la façon de candidater, c'est toujours la même, c'est-à-dire que sur la plateforme, une fois que vous avez cliqué, il va y avoir un petit truc où c'est écrit apply, ou donc en français, soumettre, candidater. Vous allez cliquer dessus et vous allez devoir entrer un petit texte de motivation qui est aussi limité en caractères. C'est très court. C'est vraiment très court. Vous devez être sur une demi-page à peu près, quelque chose comme ça. Mais c'est important de le faire parce que bah, sinon l'association ne saura pas que vous avez candidaté. Des fois, très rarement, mais il faut pas être surpris, il arrive que, dans la description du projet, il y ait écrit: «Merci de ne pas candidater via ce petit bouton apply, mais plutôt d'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous». C'est pas un problème, ça veut pas dire que c'est une arnaque puisque toutes les associations qui sont référencées sur la plateforme sont vraiment labellisées, donc il y a pas d'arnaque. Mais ça veut dire surtout que de leur côté dans l'association, c'est pas assez intuitif pour eux, ils préfèrent un mail. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi envoyer un mail. Donc au final, c'est, pour les volontaires qui nous regardent, c'est, une plateforme et un processus de candidature qui est assez proche, du processus de candidature pour le service civique. Oui. C'est un peu le même type de recherche et puis, de candidature qui est au final assez simple. Donc voilà, si vous voyez des offres qui vous intéressent, ben, pas hésiter, bien sûr à tenter votre chance. Et puis du coup, si, vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide dans une candidature, dans une recherche de candidature,
on peut te solliciter, on peut te contacter Yes. ici à la Maison de l'Europe? Alors, en fait, moi, j'ai toujours un process avec mes volontaires que j'envoie, donc ceux que j'aide à partir, c'est qu'ils aient déjà vécu une réunion d'information. Donc si, là, je vois, il y a un certain nombre de participants, si vous avez déjà fait cette réunion d'information, je vais pas vous la refaire faire moi à la Maison de l'Europe puisque je sais que vous avez déjà toutes les bases. En revanche, j'aime bien être au courant que vous êtes en train de faire, des recherches parce que vous avez vraiment envie de partir. Et donc, je vous invite vraiment à m'envoyer un mail à l'adresse suivante qui s'appelle mobilité@maisoneurope-nantes.eu. Voilà, me passer un petit mail en disant: «Bah, voilà, je m'appelle ta 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 ta, j'ai fait, le webinaire ou j'ai fait la réunion d'information», si vous reparticipez à une réunion d'information, par exemple. Et j'ai commencé les démarches pour chercher une association d'envoi. À ce moment-là, moi, j'aime bien être au courant du process parce que si vous vous pointez un jour, vous me dites que vous avez, une structure d'accueil et que je sais pas trop d'où vous venez, ça peut ça peut être problématique. J'aime bien vous rencontrer, voir, faire une visio, voir, en présentiel ici, pour justement, que je sache que tout aille bien, dans votre tête et dans vos papiers surtout et et qu'on se rencontre aussi puisqu'en fait, quand je parlais de tutorat tout à l'heure, c'est aussi un lien de confiance. Nous, on va vous envoyer, vers des structures à l'étranger qui vont être mes futurs partenaires. Donc j'ai besoin d'avoir confiance aux jeunes, que j'envoie à l'étranger et pareil avec les partenaires. Les partenaires avec qui je fais le lien, bien sûr, ça doit être des structures dans lesquelles j'ai confiance. Donc voilà, c'est important de se rencontrer avant. Donc un petit mail à mobilité@maisoneurope-nantes.eu, et puis ensuite après nous, soit on se rencontre, soit on s'appelle, enfin voilà, on fait un petit lien pour que vous m'expliquiez vos parcours aussi, qui vous êtes, voilà, tout ça. Donc première étape, après avoir, du coup, regardé cette réunion d'information, si vous avez vraiment envie de tenter le corps européen de solidarité, hop, un petit mail à Zoé via l'adresse mail que vous avez du coup, sur l'écran. Et puis ça pourra se mettre en place ensuite, tranquillement, quoi. Yes. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais revenir, que tu voudrais ajouter par rapport à ce que tu nous as dit jusqu'à présent? Alors une autre chose, un projet de corps européen de solidarité, ça peut se mûrir, longtemps à l'avance, mais on fait rien à la dernière minute. J'envoie personne à l'étranger, la veille pour le lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des jeunes parmi vous qui souhaitent, partir en septembre, et ben, il va falloir enclencher très vite. Ça veut dire que, là, je le dis, hein, je mets la pression à personne, mais quand même, septembre, c'est demain. Donc ça veut dire que moi, je fais des formations pré-départ en août, donc on doit normalement, vous avez trouvé votre structure d'envoi, début juillet maximum. Je pars du principe qu'en tout cas sur le long terme du corps européen de solidarité, j'envoie personne, qui me contacte en août pour partir, le 30 août, quoi. Voilà, juste ça. C'est important de le dire. Ce qu'on va vous proposer du coup maintenant, si vous le souhaitez, c'est de nous poser vos questions. Vous pouvez, pour cela utiliser le petit chat, et du coup, on se fera un plaisir d'y répondre si vous avez des questions. Et on adore les questions, alors n'hésitez pas. Et puis ce qu'on voulait faire aussi, Zoé, c'était transmettre le petit lien avec Oui. une vidéo que donc vous allez pouvoir ensuite, consulter une fois qu'on aura terminé. Hop, je vais vous mettre également le lien dans le chat. Hop. Voilà, donc n'hésitez pas à aller, regarder cette vidéo, tout à l'heure. Hem, C'est du coup, juste pour vous introduire la vidéo, c'est, la fameuse Solène dont j'ai parlé 2 fois là, qui a fait une petite vidéo Instagram pour, son projet à l'étranger. Elle est super chouette cette vidéo. Elle montre vraiment, je trouve, la vie d'un corps européen de solidarité. Donc, il y a ses vacances à l'étranger parce que quand vous êtes en corps européen de solidarité, hein, vous avez aussi des jours de congé. Donc, la plupart en profitent pour visiter un peu l'Europe ou rentrer parce qu'elle avait, une remise de diplôme. Donc elle est rentrée une semaine aussi en France pour avoir son diplôme. Voilà. OK, donc ça donnera un petit aperçu de ce que ça peut être. Alors visiblement, vous avez pas de questions, donc c'est que Zoé, tu as été très complète, très explicite, c'est tant mieux. Et puis de toute façon, vous avez, hein, donc comme on le disait, le contact de Zoé, à l'écran. Donc, hésitez pas à revenir vers elle.
Du coup, moi, je te remercie beaucoup, Zoé, de nous avoir expliqué ce qu'est le Corps européen de solidarité, pourquoi ça peut être intéressant de participer à une mission comme celle-là. Et puis, on a vu que ça pouvait vraiment être un chouette projet dans le prolongement du coup du service civique. Alors, on a une petite question, donc quelqu'un qui aimerait savoir s'il est possible de partir à plusieurs en couple, par exemple. Alors c'est possible, du coup, ce serait plutôt sur le format, volontariat, d'équipe dont j'ai parlé au tout début et donc du coup en format court. Toutefois, si tu souhaites partir, avec, voilà, ton copain, ta copine ou des copains, des copines, sur un projet long terme, la plupart des associations reçoivent quand même, enfin la plupart, certaines associations reçoivent 2 volontaires. Donc ça voudrait dire que vous pourriez essayer de postuler à 2, mais c'est plus compliqué. Le mieux pour partir du coup avec, des personnes, que tu connais, ce serait, vraiment plus sur le court terme. Sur le long terme, il faut vraiment trouver une association qui veut recevoir, en même temps, 2 personnes. Sachant qu'en plus, il faut que l'association soit ouverte avec le fait que, du coup, elles vont accueillir 2 personnes qui se connaissent déjà. Le but du Corps européen de solidarité, c'est pas forcément, voilà, d'accueillir un couple ou quoi ou qu'est-ce, c'est d'accueillir des jeunes qui sont motivés à rentrer dans l'association et si c'est, autrement, ce serait plus sur le format équipe. Voilà, ça peut être aussi, bien sûr une expérience pour, du coup rencontrer aussi pas mal de monde, sur place. Donc ça peut être aussi, voilà, une expérience intéressante à réaliser, tout seul, pourquoi pas. Alors est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Alors il semble que non. Donc on va vous remercier, toutes et tous, d'avoir participé, à ce temps cet après-midi. Et puis, on vous souhaite, du coup une bonne continuation déjà, pour les volontaires, dans vos missions de service civique, d'ici la fin de celle-là et puis, peut-être du coup une bonne continuation dans vos projets, pourquoi pas vers le Corps européen de solidarité pour poursuivre, vos engagements citoyens, pourquoi pas à l'étranger, ailleurs en Europe, ça peut être, on l'a vu, un super chouette projet. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée et puis vous retrouverez, le replay aussi de ce webinaire, dans quelques minutes, sur la chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez, le repartager ou revisionner, en partie. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.